Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la formation d'aujourd'hui, formation du REFAD, une nouvelle approche de l'apprentissage avec le CAPFO, des occasions d'apprentissage expérientiel en quelques clics, offertes par M. Hubert Lalande de eCampus Ontario. On a également avec nous M. Michel Singh, qui est de eCampus Ontario, qui est avec nous pour l'atelier d'aujourd'hui. Gros merci, bien entendu, à M. Lalande pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. On remercie également, comme à l'habitude, nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et le secrétariat québécois aux relations canadiennes, le SQRC, pour leur appui pour nos tables d'échange et nos ateliers à distance. Merci aussi à l'équipe du CEDAF, dont François Dallaire est avec nous pour l'enregistrement vidéo de la réunion. D'ailleurs, suite à l'atelier, si vous désirez recevoir le clavardage, le lien vidéo et le document, vous êtes invité à contacter le REFAD. On vous invite aussi, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions en cours de route, à lever la main via le clavardage ou prendre la parole carrément. C'est facile d'utilisation avec Zoom. Vous descendez votre curseur, vous utilisez les boutons du logiciel tout en bas. L'atelier se termine à 13h30 heure de l'Est. Si jamais le momentum le permet, les gens sont disponibles et Hubert est d'accord, on peut continuer sans aucun problème. On vous invite aussi, suite à la formation, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Alors, je souhaite à tous un très bon atelier et je laisse la parole à M. Lalande. Merci beaucoup Alain pour l'introduction et puis bonjour à toutes et à tous. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir vous parler d'une initiative de eCampus Ontario en apprentissage expérientiel, donc le projet CAPFO. Donc ce que je vais faire au cours de la présentation, c'est très brièvement vous présenter ou vous rappeler qu'est-ce qu'est eCampus Ontario. Et puis ensuite, on va directement rentrer dans la matière en vous parlant du projet CAPFO, de l'essence du projet, des objectifs du projet et comment est-ce que CAPFO fonctionne au niveau de l'apprentissage expérientiel en ligne. Je vais donc partager ma présentation. Faire la diapo. Oui. Hubert, on te perd un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques de ton côté. Tu me perds? Alain? Tu es de retour. Je suis de retour? Oui, parfait. Bon, parfait. Donc, dans un premier temps, eCampus Ontario. Donc, eCampus Ontario a été fondé en 2015 par le gouvernement de l'Ontario. Il est financé principalement par le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario. Et l'objectif, en fait, de eCampus Ontario, qu'il faut vraiment voir comme un laboratoire d'innovation pédagogique appuyé par les technologies. Le mandat d'eCampus Ontario, c'est d'appuyer donc les 46 établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario qui veulent se lancer et piloter dans des projets d'innovation pédagogique. Donc, avec ces 24 collèges et 22 universités, à l'année longue, on accompagne donc des profs et des facultés qui veulent donc se lancer dans différents types de projets d'innovation pédagogique. Donc, quand je parle d'innovation pédagogique, on peut parler par exemple des ressources éducatives libres, on peut parler de projets d'open badge ou on peut parler aussi de projets de micro-certification. Donc, tous ces laboratoires, ce qu'essaye de faire eCampus Ontario, c'est de coordonner pour favoriser le partage et la collaboration des meilleures pratiques. Donc, eCampus Ontario a beaucoup démarré et basé ses expériences et ses pratiques sur l'héritage de BC Campus. Et puis, l'arrivée de David Porter comme CEO à eCampus Ontario a vraiment aussi, entre guillemets, boosté toutes les initiatives au niveau de l'innovation pédagogique. Je dirais que les deux mots vraiment qui caractérisent le mieux la culture de eCampus Ontario, c'est vraiment le libre et le ouvert. Donc, que ce soit par les ressources éducatives libres ou que ce soit par toutes les technologies logicielles ouvertes, on essaye vraiment beaucoup de prôner le libre et le ouvert dans tous nos choix technologiques qui appuient ces projets innovants. Donc, les trois, je dirais, thématiques et piliers du mandat de eCampus Ontario, c'est être chef de file en matière de pratiques libres et collaboratives,
c'est surtout de bâtir une capacité grâce à des services partagés et collaboratifs. Évidemment, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'éviter que les universités et les collèges travaillent de manière isolée, en silo, avec des reproductions d'infrastructures technologiques ou de choix technologiques. Donc, on essaye au maximum d'encourager les partages et la collaboration. Donc, au niveau des partages et collaborations, comme je vous l'ai mentionné, on peut nommer par exemple Pressbook, qui a été donc la technologie basée sur WordPress qui a été retenue pour le développement de ressources éducatives libres. On a également une entente d'affaires avec LinkedIn Learning pour le partage de LinkedIn Learning qui est accessible à l'ensemble des collèges et universités de l'Ontario qui sont membres de eCampus Ontario. Et ça va de même pour des projets innovants qui tournent autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On essaye à chaque fois donc de faire des partages au niveau des technologies qui sont retenues. Ce qu'on essaye aussi beaucoup de faire en troisième thématique, c'est donc d'inspirer l'innovation par des investissements en recherche et développement. Donc, à longueur d'année, eCampus Ontario va initier des demandes d'intérêt, des propositions de projets novateurs, donc des innovations pédagogiques toujours appuyées par les technologies. Très récemment, on a fait un appel justement au niveau de projets en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et tout récemment, on a également fait un appel d'intérêt pour des projets de micro-certification. Donc, ça vous comment dirais-je, ça vous résume à peu près qu'est-ce qu'est eCampus Ontario et qui travaille évidemment, comme mentionné, avec l'ensemble des collèges et universités de l'Ontario. Et très récemment, il y a eu un effort particulier qui a été fait au niveau de la francophonie ontarienne, donc avec un poste de gestionnaire de programme des initiatives francophones. Et le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est en fait presque une grande première parce que c'est un projet qui est exclusivement destiné donc aux établissements postsecondaires francophones et bilingues de l'Ontario. Donc, focus sur le projet CAPFO. Donc, le projet CAPFO, en tant que tel, son grand objectif, c'est vraiment d'offrir un projet original francophone en apprentissage expérientiel. Donc, l'essence même du projet CAPFO, il est évidemment basé sur toutes les recherches et les études qui ont été faites donc au niveau des impacts sur l'apprentissage et le développement des compétences. Donc, tout le travail qui a été fait en amont au niveau du projet CAPFO, ça a été vraiment donc, une recension des écrits et autres pour asseoir vraiment les fondements du projet CAPFO. Et comme vous pouvez l'imaginer, une des réalités donc, des établissements francophones au niveau de l'Ontario, c'est évidemment des établissements de petite taille qui sont très dispersés les uns les autres. Et quand on parle apprentissage expérientiel, on parle bien évidemment de la réalité du monde du travail et des employeurs, et encore une fois, de mobiliser une masse critique suffisante au niveau donc, des entreprises et des employeurs de langue française pour des étudiants en français en Ontario. C'était très difficile si les établissements travaillaient de manière isolée. Donc l'idée, ça a été de former un consortium, encore une fois, toujours axé sur la collaboration et le partage. L'idée donc a été de regrouper tous les établissements au sein d'un consortium. Donc au moment où on se parle dans ce consortium, on a 6 établissements postsecondaires qui font partie de ce consortium, donc des universités et nos 2 collèges francophones pour pouvoir avancer ensemble au niveau du projet CAPFO. L'un des points autres du projet CAPFO, c'était vraiment de rendre accessible l'apprentissage expérientiel à toutes et à tous. Donc, la caractéristique majeure du projet CAPFO par rapport à d'autres initiatives en apprentissage expérientiel, et puis je vais rentrer dans le détail par la suite, c'est que 100% des activités en apprentissage expérientiel pour le projet CAPFO se font en ligne. Donc, évidemment, vous avez déjà imaginé toute la flexibilité et le potentiel d'offrir à des étudiants et à des professeurs des activités en apprentissage expérientiel à distance. Un aspect qui est important du CAPFO, du fait qu'il soit offert en ligne, c'est bien évidemment aussi l'aspect de dégéolocalisation. En général, je bute sur le mot, mais là, c'est passé assez facilement. Donc, l'idée, c'est aussi de faire découvrir les talents des étudiantes et des étudiants francophones de l'Ontario à l'ensemble des francophonies canadiennes et de la francophonie internationale. Très souvent, ce que l'on constate au niveau des stages coop ou autres formes de stages des étudiants
qui vont dans le milieu de l'entreprise, c'est que très souvent, on est lié à une réalité, à une logistique géographique. L'avantage du fait que toutes les activités en apprentissage expérientiel du projet CAPFO soient offertes en ligne, c'est qu'on peut avoir des étudiants du nord de l'Ontario qui vont travailler avec des entrepreneurs du centre, sud-ouest ou de l'est de l'Ontario. On a aussi, par exemple, déjà des projets qui ont été proposés par la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, en fait, le projet peut s'élargir à l'ensemble de la francophonie canadienne, en espérant qu'un jour, on pourra aussi déborder avec des projets soumis par les entreprises au niveau de la francophonie internationale. Donc, ça fait plusieurs fois que je mentionne entreprise au niveau de la logistique du projet CAPFO. Donc, évidemment, un des objectifs du projet CAPFO, c'est de créer une nouvelle occasion de rapprocher le monde de l'entreprise avec évidemment le monde de l'éducation et de tous nos environnements d'apprentissage. Le plus important, je pense, le maître mot pour caractériser le projet CAPFO, c'est vraiment le développement des compétences d'employabilité. On a souvent parlé dans le passé des compétences du XXIe siècle, des compétences transversales. Aujourd'hui, le gouvernement de l'Ontario parle beaucoup des compétences d'employabilité. Donc, c'est vraiment de créer une nouvelle opportunité aux étudiants de développer ou de renforcer leurs compétences d'employabilité. Vous le verrez tout à l'heure dans l'exposé, les étudiants se retrouvent directement en communication avec le représentant d'entreprise. Et à partir de là, ça va lui permettre tout au long du projet de se développer des compétences d'employabilité qui sont indiquées, les compétences sont indiquées au niveau du projet soumis et le représentant de l'entreprise est capable donc de suivre l'évolution au niveau des compétences. Alain, est-ce que pour l'instant le son, tout va bien? Ok, très parfait, bien. super. Merci Marie-Josée, j'ai vu un pouce levé, donc je continue. Alors, pourquoi le CAPFO a été rendu possible? Comme je l'ai voulu mentionner, c'est surtout principalement grâce au financement du ministère des collèges et universités de l'Ontario. Donc, on a pour l'instant un financement qui est sécurisé depuis fin 2018 jusqu'en 2020. On reste très confiant et très optimiste au niveau du renouvellement du financement, dans la mesure où le projet et la raison d'être du projet s'inscrit en plein avec la vision du gouvernement de l'Ontario, c'est-à-dire d'augmenter le niveau d'employabilité des étudiants de l'Ontario qui viennent répondre directement aussi aux nouveaux besoins des entreprises. Comme vous le savez toutes et tous, aujourd'hui, on a un monde du travail en pleine mutation. On doit former des élèves et des étudiants à des métiers qui existent, mais qui sont en pleine transformation, mais aussi à des métiers qui n'existent pas encore. Donc, il y a un énorme bouleversement. On a aussi constaté dans nos discussions et nos consultations avec les employeurs qu'il demeure un énorme écart au niveau des compétences entre les compétences acquises par les gradués du système postsecondaire et les nouvelles compétences attendues dans le monde de l'emploi. Donc, on veut vraiment aujourd'hui que la force étudiante de demain soit en mesure d'apprendre à apprendre, de s'adapter à des nouveaux environnements de travail, à de nouveaux besoins au niveau des compétences. Donc, vraiment, le projet CAPFO, au niveau des compétences employabilité, qui figure aussi dans les nouvelles ententes à venir entre le ministère des collèges et des universités et les collèges et les universités de l'Ontario, les compétences d'employabilité figurent quasiment dans tous les paragraphes avec des indicateurs de placement des étudiants, de réussite, etc. Donc, vraiment, le projet CAPFO, on l'a en fait presque devancé par rapport aux énoncés ministériels, mais s'inscrit en plein dans la nouvelle vision du ministère des collèges et des universités. Ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on voulait évidemment que le projet CAPFO soit offert en ligne, parce que c'est une des grandes forces du projet CAPFO, c'est son offre en ligne. Donc, il a fallu qu'on trouve un portail, une technologie qui soit adaptée à des activités d'apprentissage expérientiel en ligne. Et eCampus Ontario a retenu une compagnie canadienne qui a été développée dans l'Ouest canadien, donc la compagnie qui s'appelle Ripon. Alain vous partagera tous les liens par la suite, une fois que la présentation sera terminée. Et ce qui était intéressant avec la compagnie Ripon, vraiment qui a été bâtie par des gens avec tout un background en éducation,
Elle a donc été, bâtie spécifiquement pour des propositions de projets en apprentissage expérientiel. À l'époque, la plateforme n'existait pas en français, donc si vous allez sur le site web, vous verrez que le site web, pour l'instant, il n'est toujours qu'en anglais, mais la plateforme est complètement bilingue aujourd'hui grâce au partenariat d'affaires avec Ripon, auquel a contribué eCampus Ontario. Donc, Ripon existe depuis plusieurs années. Je pense, si ma mémoire est bonne, il y a plus de 3000 projets qui sont développés en anglais de manière pan-canadienne avec Ripon. Les plus grandes universités canadiennes font partie donc, du réseau et de l'écosystème Ripon, avec de grandes entreprises du côté anglophone, donc des grandes banques, des multinationales, etc. Donc, quand on va sur le portail de la plateforme, c'est vraiment intéressant de voir la banque des projets qui a été proposée, soit des projets proposés par les universités, ou soit des projets proposés par le monde de l'entreprise. Mais ça donne vraiment une idée du potentiel et de l'envergure des projets, des activités en apprentissage expérientiel qui sont proposées. Évidemment, eCampus Ontario ne se lance jamais sans passer par une phase pilote pour être sûr que les projets proposés sont solides et d'avoir des rétroactions du corps professoral et des étudiants par rapport à l'expérience vécue à travers un projet pilote. Donc, début 2019, il y a eu un projet pilote qui a été lancé avec 3 établissements qui ont émis leur intérêt à participer au projet pilote. On a donc eu l'université de Hearst, on a eu le collège Boréal et le collège La Cité. Il y a eu plusieurs projets d'entreprises qui ont été proposés à l'occasion de cette phase pilote. Et à partir de là, les projets ont été proposés sur des périodes de 3 semaines minimum jusqu'à 7 à 8 semaines maximum. Ça a permis donc aux représentants d'entreprises d'être directement en contact avec les étudiants, donc de tester le modèle. Idem au niveau du corps professoral, ce qui a permis donc aussi de vivre l'expérience CAPFO avec leurs étudiants, donc en planifiant sur une planification hebdomadaire, en planifiant donc des heures en activités d'apprentissage expérientiel et de pouvoir les insérer donc dans leur syllabus et dans leur planification pédagogique hebdomadaire. Le projet est bien évidemment, je pense que vous avez pu le pressentir puisqu'on est là maintenant dans une offre globale sur l'Ontario depuis le mois de septembre. Le projet a été un grand succès. Il y a eu quelques commentaires très positifs et constructifs qui nous ont permis aussi de varier certaines choses au niveau du projet. Mais donc, au mois de septembre, ça nous a permis d'offrir donc un éventail de projets à l'ensemble des établissements postsecondaires. On a rencontré certains défis, on rencontre encore certains défis, mais je viendrai vous parler de ces défis-là en fin de présentation. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a un total aujourd'hui de 6 établissements qui sont membres du consortium. Comme je vous l'ai mentionné, le projet CAPFO est exclusivement réservé dans le cadre de l'enveloppe budgétaire des programmes des initiatives francophones aux collèges francophones et aux universités bilingues. Donc aujourd'hui, on a l'Université d'Ottawa, on a l'Université de Hearst, on a l'Université de Sudbury, on a le Collège Boréal, on a le Collège La Cité et on a le Collège universitaire Glendon de l'Université York qui font partie de ce consortium. Donc, ce n'est pas un projet de eCampus Ontario qui est proposé au consortium, donc on a vraiment une approche collaborative et participative avec ces 6 membres du consortium, que ce soit au niveau recherche des entreprises, que ce soit au niveau de promouvoir le projet auprès des professeurs, auprès des facultés, et puis aussi vraiment d'inciter et de motiver des professeurs à venir adapter des projets, prendre des projets, pardon, et de pouvoir les intégrer donc au niveau de leurs cours et de leurs programmes, quand on voit qu'en fait, il y a vraiment un intérêt au niveau des objectifs et des compétences visées par les différents programmes enseignés dans les collèges et les universités. Donc, c'est vraiment un très beau projet, je dirais, participatif que l'on a avec les collèges et universités depuis le mois de septembre. Alors, au moment où je vous parle, on a plus de 35 projets d'entreprises ou d'organismes qui sont proposés dans le portail CAPFO. Dans la deuxième partie de la présentation, je regarde l'heure, dans la deuxième partie de la présentation, je vous présenterai très rapidement des exemples types des projets qui nous sont proposés dans le portail.
Initialement, puis ça fera partie des défis que l'on rencontre, initialement, on pensait qu'on aurait pas mal de défis à faire du recrutement de projets au niveau des entreprises. En fait, ce n'est pas trop le cas. On a commencé vraiment de manière agressive, entre guillemets, les consultations avec tout le réseau des entreprises qu'on connaissait déjà, puis on est allé dans beaucoup d'explorations d'entreprises dans des marchés qu'on ne connaissait pas encore. Et on s'était dit que ça allait être difficile de convaincre des représentants d'entreprises de venir proposer des projets en apprentissage expérientiel en ligne. Déjà, juste la terminologie apprentissage expérientiel pour certains employeurs, ce n'est pas évident. Et pour beaucoup d'entreprises, on pensait qu'il y aurait toujours la peur du temps, de l'investissement nécessaire, etc. Mais en fait, on a, je pense, fait une bonne stratégie de séduction avec le milieu de l'entreprise et on a 38 projets et je dirais qu'à peu près chaque semaine, on a un nouveau projet d'entreprise qui vient s'ajouter à la banque des projets. Alors, le projet CAPFO fonctionne un petit peu dans les deux sens. C'est que, comme je vous l'ai mentionné, c'est à la fois des projets qui sont développés et proposés par des entreprises qui sont à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles suggestions de la part des millennials, donc de la créativité des étudiants que l'on retrouve dans les collèges et dans les universités. Pardon. Mais le projet fonctionne aussi inversement. Ça peut être dans le cadre d'un projet en apprentissage expérientiel, ça peut être un professeur avec ses étudiants qui, dans le cadre du cours enseigné, peut penser à un projet qui pourrait être pertinent au monde des entreprises. J'utilise beaucoup le mot entreprise au cours de la présentation, mais il faut savoir que le projet CAPFO est également destiné aux organismes à but non lucratif, mais également même à des gouvernements municipaux. On est en discussion en ce moment avec la ville d'Ottawa pour que la ville d'Ottawa et les services en français de la ville d'Ottawa puissent venir proposer des projets aux étudiants francophones. Le projet fonctionne dans les deux sens. Donc, ce sont soit des projets qui sont pensés et proposés par des entreprises ou des organismes à but non lucratif, ou alors par des professeurs et des étudiants de collège ou d'université qui pourraient être pertinents aux besoins des entreprises ou des collèges. Donc, comme je vous l'ai mentionné, le projet il est énormément flexible parce qu'il est en ligne. Donc, évidemment, on est un petit peu dans la notion du n'importe où, n'importe quand, c'est-à-dire que ça donne énormément de flexibilité aux étudiants et aux équipes d'étudiants qui travaillent ensemble sur des projets, de pouvoir travailler sur le projet. Il est adaptable parce qu'évidemment, il peut s'adapter à tous les besoins possibles et inimaginables, aussi bien de la réalité des entreprises que de la réalité des collèges et des universités. Il convient à toute taille d'entreprise. Du côté anglophone, je vous ai mentionné en début de présentation qu'il y avait des milliers de projets du côté anglophone avec à la fois des petites et moyennes entreprises, mais aussi des multinationales. Pour l'instant, au niveau francophone, c'est principalement des petites et moyennes entreprises qui ont proposé des projets, ainsi que plusieurs organismes à but non lucratif. Mais on est en discussion, par exemple, avec Shopify pour également aller chercher des projets d'entreprises plus importantes. Mais on vient quand même juste de débuter l'initiative au mois de septembre, donc il faut se donner aussi un petit peu de temps pour commencer à séduire et à travailler avec les entreprises de taille plus importante. Et évidemment, une des beautés du projet, c'est la facilité d'accès pour les étudiants. Donc, tous les établissements qui travaillent aujourd'hui avec un système de gestion de l'apprentissage, donc un LMS pour Learning Management System, sont capables d'intégrer chacune des activités en apprentissage expérientiel à l'intérieur du cours dans le système de gestion de l'apprentissage. Donc, encore une fois, l'accès devient très, très facile pour les étudiants. Donc, comment ça marche? Globalement parlant, le concept du projet CAPFO, ça se passe vraiment en 4 étapes. Donc, comme mentionné, en étape 1, l'entreprise ou l'enseignant conçoit et propose un projet. Et l'équipe du CAPFO qui travaille constamment avec le corps professoral ou le milieu de l'entreprise va proposer donc des gabarits de projet. Quand on va dans la plateforme Ripen, c'est un petit peu le principe donc, de PowerPoint. Donc, vous pouvez ne pas partir d'une page blanche. Donc, si vous avez un projet en marketing, dans l'engin de recherche, vous marquez marketing. Là, vous allez trouver tous
les gabarits de projets qui parlent de marketing et à partir de là, vous pouvez donc modifier tout simplement le gabarit au projet que vous voulez présenter. Mais vous avez aussi le choix de partir donc d'un gabarit vide et de proposer directement votre projet. Pour vous donner une idée, que ce soit par un prof avec ses étudiants ou par un représentant d'entreprise, il y a un petit tutoriel en ligne pour présenter son projet et ça prend un maximum de 20 minutes à un prof ou un représentant d'entreprise pour proposer son projet. Donc, très rapidement, les étapes pour proposer un projet, c'est évidemment description de l'établissement, description de l'entreprise, description du projet, les objectifs du projet, les compétences visées par le projet, puis ça j'y reviendrai, mais chaque projet est vraiment catégorisé selon des thèmes et des compétences attendues au niveau du projet. Ensuite, les échéanciers qui seraient souhaités par rapport au projet et la personne contact pour le projet. Donc, une fois que la personne, soit d'un établissement ou soit d'une entreprise ou d'un organisme à but non lucratif, a complété son projet, il le poste et le projet vient donc s'afficher dans une banque de projets. Donc, au niveau de la plateforme Python, oui. Hubert, excuse-moi, il y a une question dans le clavardage. Si tu en as l'occasion, j'imagine que ça va être plus tard. Serait-il possible d'avoir un exemple de projet? J'allais y venir plus tard. Donc, si ça vous dérange pas, je répondrai à la question plus tard. Mais en fait, sans rentrer dans le détail au niveau du projet, les projets peuvent toucher l'ensemble de tous les programmes et cours enseignés dans les collèges et les universités. Donc, vous voyez un petit peu l'éventail. Donc, ça peut aller de la production d'un logo à une stratégie marketing, à une stratégie médias sociaux, à un projet d'analyse de données, à des études de marché, à une analyse sociodémographique d'un marché particulier. C'est super, super vaste comme projet. Mais une image vaut 1000 mots, et puis vous verrez par la suite le type de projets qui sont proposés. Donc, une fois que le projet il est développé et proposé, il vient donc s'afficher dans une banque de projets. Et nous, l'équipe du CAPFO, on accompagne, et puis ça c'est très important dans les éléments et les facteurs de réussite, c'est l'accompagnement constant qu'on fait avec le milieu d'entreprise ou les établissements postsecondaires. On est tout le temps là, à disposition. Bon, évidemment, on ne fait pas du harcèlement non plus, là, mais on est tout le temps disponible et les gens savent qu'on est tout le temps disponible pour les accompagner. Parce qu'en général, les gens, ils ont peur, parce qu'ils se disent, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire. Et puis évidemment, il y a toujours encore une autre technologie. Donc, on est vraiment constamment là pour les épauler, pour les accompagner. Et on sent déjà une différence au niveau du terrain. Donc, ça nous est même arrivé de rentrer le projet dans la plateforme Ripen pour un entrepreneur qui n'était pas sûr au niveau de la qualité de son français, qui ne savait pas trop comment organiser son projet, etc. Donc, on accompagne constamment, que ce soit les établissements ou le milieu d'entreprise. Ensuite, moi, je dis souvent, la plateforme Ripen, j'appelle souvent ça le Tinder pédagogique. Parce qu'en fait, le principe, c'est de faire un jumelage entre des projets pédagogiques et des projets d'entreprise et de trouver le bon fit entre les projets qui sont proposés dans les deux banques, dans la banque des projets d'entreprise et dans la banque des projets pédagogiques. Donc, nous, ce qu'on s'assure de faire au niveau du CAPFO, c'est qu'on s'assure, de faire la promotion des projets d'entreprise auprès des établissements qui sont membres du consortium et inversement, quand on voit des projets qui sont proposés par les établissements, on le fait savoir aux entreprises où nous, on a déjà vu qu'il y avait une espèce de fit comme naturel entre les deux projets. Une fois que le mariage est fait, alors quand on parle de mariage ou de jumelage, le jumelage, il devient exclusif, si vous voulez. Dès l'instant où il y a un établissement postsecondaire qui a adopté un projet d'entreprise, là, à partir de là, comme on dit, on est en business. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneur travaille avec un établissement postsecondaire. Par contre, au sein du même établissement, il peut évidemment y avoir plusieurs groupes de travail. Et ça, c'est la richesse du concept aussi, parce qu'on l'a vu dans le cadre du projet pilote. Ça devient vraiment intéressant pour le représentant d'entreprise ou d'organisme de travailler avec plusieurs équipes d'étudiants, parce qu'il va recevoir plusieurs projets proposés avec différentes approches, etc. Donc, ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée au niveau du projet. Donc, une fois que le jumelage est complété, donc là, j'en viens à l'étape numéro 3. Là, les étudiants
commence à travailler sur le projet. Très souvent, le projet démarre avec une visioconférence organisée par Zoom pour que l'employeur puisse déjà visuellement parlant faire connaissance avec les étudiants et vice-versa. Et dans la phase pilote, le professeur, lui, par contre, est en arrière-plan, si vous voulez, parce que l'idée, dans le cadre du développement des compétences employabilité, c'est vraiment de mettre en rapport direct les étudiants avec le représentant d'entreprise, comme s'il était vraiment en milieu d'entreprise. Donc, dans le cadre du projet pilote, les professeurs ont fait le sage choix d'être un peu en arrière. Au sein de la plateforme, le prof peut constamment voir l'ensemble de toutes les activités des étudiants et des échanges entre les étudiants et puis l'employeur. Et à partir de là, les étudiants vont proposer donc des jalons au niveau de la gestion de projet parce que la plateforme Ripen, on y viendra tout à l'heure en détail, propose à la fois des outils de communication et des outils de gestion de projet où on définit les jalons de projet avec les livrables et les dates. Constamment, le groupe d'étudiants propose à l'entrepreneur, puis l'entrepreneur approuve les dates et les livrables qui sont propres à chaque jalon du projet. Et à partir de là, le projet démarre. Alors, une fois quand je dis le projet démarre, encore une fois, on ne parle que de quelques heures d'activité en apprentissage expérientiel au sein d'un cours. Alors, c'est très intéressant comme complémentarité parce que moi, ce que l'on dit souvent, c'est que le projet CAPFO vient s'inscrire en complémentarité de tous les stages coop, les stages en entreprise, etc. On le sait, suite à nos consultations du terrain, que les professeurs ont souvent beaucoup de difficultés à placer leurs étudiants en stage coop, à leur offrir des occasions d'apprentissage expérientiel. Et le CAPFO est donc une très belle alternative pour des étudiants qui n'ont pas réussi à être placés dans des expériences en apprentissage expérientiel. Et ensuite, à la fin, les employeurs vont évaluer les compétences démontrées par les étudiants. Quand on parle d'évaluation, évidemment, on ne parle pas d'une évaluation académique, on parle plus d'une évaluation formative. C'est très simple, vous verrez, ce sont des évaluations sous forme d'étoiles. Donc, il y a 5 étoiles, 5 niveaux d'étoiles. Et puis, il y a des rétroactions qui sont données au groupe d'étudiants et à chaque étudiant en particulier. Et évidemment, nous, on encourage les entrepreneurs et puis on les guide là-dedans pour qu'ils donnent le maximum de commentaires constructifs aux étudiants. Les commentaires constructifs, ça peut être le travail présenté est très professionnel ou manqué de professionnalisme. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu t'es adressé à moi. C'est très, très bien organisé, très structuré. Peut-être que là, tu pourrais faire des efforts à davantage. Enfin, vous avez compris le principe donc, des commentaires constructifs. Ça va jusque-là? Oui, je ne vois pas de trucs qui clignotent, donc ça va bien, je continue. Alors, la plateforme elle-même, Ripen. Donc, comme je vous l'ai mentionné, la plateforme, initialement, elle existait qu'en anglais. Et du fait de la relation d'affaires avec les Campus Ontario, on a donc accompagné la compagnie à développer la plateforme en français au niveau de Ripen pour le projet CAPFO, parce qu'évidemment, comme le projet s'adresse aux collèges et aux universités francophone et bilingue, il était important pour nous que tout se passe en français au sein de la plateforme. Donc, au niveau du CAPFO, pour chaque établissement membre du CAPFO, on a créé un sous-portail. Donc, les sous-portails ont été créés principalement pour tout ce qui est traçabilité au niveau des données, parce qu'évidemment, on veut mesurer l'impact du CAPFO au niveau de l'apprentissage expérientiel et puis au niveau de l'évaluation des étudiants, puis de mesurer comment ça leur a permis aussi de développer leurs compétences d'employabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle, au sein du portail CAPFO, on a créé un sous-portail qui est propre à chaque établissement postsecondaire. Hubert, on a une autre question dans le clavardage. Oui. Est-ce que les critères ça vient de Mme Nicole Perrault, est-ce que les critères d'évaluation sont en lien avec le cadre de compétences en employabilité dont vous avez parlé plus tôt? Oui, mais en fait, on va terminer là-dessus sur le cadre de compétences employabilité. On a un cadre évolutif qui a été fait suite à un groupe de travail donc, entre des représentants des établissements postsecondaires et puis des représentants des employeurs. Et on y arrive à la fin, Alain. Et puis d'ailleurs, Michel interviendra certainement sur cet aspect-là. Merci, Hubert. Voilà.
Donc, il y a deux notions au sein de la plateforme Ripen, et puis je dois dire qu'il y en a une qui est un peu plus problématique, mais pour l'instant, c'est la seule terminologie en français qu'on ait trouvée. C'est qu'on a des pages de projet et on a des pages de cours. Donc, je vous explique un petit peu quelle est la distinction. Donc, la page de projet, c'est simplement les projets qui sont développés et proposés par des entreprises ou des organismes à but non lucratif. Par contre, quand le projet vient d'un établissement postsecondaire, dans la terminologie Ripen, ça s'appelle un cours. On sait souvent que quand on le présente à des profs dans le milieu de l'éducation, le fait que ce projet-là s'appelle un cours, ça porte évidemment à confusion avec les cours qui sont déjà enseignés. Mais ça a été, pour Ripen, ça a été le moyen de faire la distinction entre les projets développés par les entreprises et les projets proposés par les établissements postsecondaires. Donc, on me demandait tout à l'heure des exemples de projets. Ici, on avait un enseignant de la cité collégiale, Yannick Thibaudot, qui, dans le cadre de son cours, avait besoin que leurs étudiants développent et programment un site web sans CMS, donc ça veut dire qui ne passe pas par WordPress, ou etc. Donc, lui, il a proposé son projet au niveau de la plateforme. Et justement, en termes de projet, donc la partie droite du visuel que vous voyez, on avait besoin d'avoir un site web qui soit développé aussi sans CMS. Donc, encore une fois, tout d'un coup, vous voyez le fit naturel entre la proposition pédagogique et la proposition de l'entreprise. Et donc, à partir de là, le professeur va, entre guillemets, adopter le projet de l'entreprise. Puis à partir de là, l'entrepreneur va dire, oui, effectivement, ça m'intéresse vraiment. Et donc, à partir de là, le jumelage, il est complété au sein de la plateforme. Donc, chaque projet, il a sa fiche au sein, que ce soit projet pédagogique ou projet de l'entreprise. Chaque projet a, entre guillemets, sa fiche au sein de la plateforme avec, donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un résumé du projet, une description du projet, les objectifs visés par le projet, les compétences visées par le projet et nécessaires à la réalisation du projet, etc. Et idem au niveau donc, des projets qui sont proposés par les établissements postsecondaires. Alors, en dehors des deux fonctions projet, donc comme je vous l'ai mentionné encore une fois, les projets courts proposés par les établissements et les projets qui sont proposés par le milieu de l'entreprise, il y a une fonction dans Ripen qui s'appelle les défis. Donc ça, c'est un peu particulier. Ça ne fait pas évidemment nécessairement partie intégrante de la volonté du CAPFO de travailler avec les établissements, mais on n'a pas voulu enlever la fonction défi. La fonction défi, en fait, c'est un étudiant qui, à l'extérieur de son cours ou de son établissement, veut, lui, se développer une expérience en apprentissage expérientiel et travailler sur des projets d'entreprise, d'une part pour se développer et se confirmer des compétences d'employabilité, et éventuellement, probablement, pour aussi pouvoir le faire figurer au niveau de son profil LinkedIn, par exemple. Donc, les défis, c'est un étudiant tout seul qui va, lui, décider, dans la banque des projets d'entreprise, de travailler tout seul sur un projet proposé par une entreprise. Et puis, ça sera encore à la discrétion de l'entrepreneur de dire, bon, moi, peut-être que ça m'intéresse de travailler tout seul avec cet étudiant-là, mais c'est à l'extérieur des cours en tant que tel. Donc, on aurait pu masquer, entre guillemets, cette fonctionnalité dans Ripen, mais l'objectif, c'est vraiment global, c'est le développement des compétences d'employabilité et d'avoir le modèle le plus flexible possible dans cette offre d'un nouveau projet novateur. Donc, on a décidé de laisser la fonction défi accessible. Donc, ça pourra permettre comme ça à un étudiant d'avoir toujours la possibilité, de manière personnelle, en engagement personnel, de travailler sur un projet d'entreprise. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'une fois que l'étudiant a participé à une activité en apprentissage expérientiel au sein du CAPFO, donc il a, entre guillemets, une trace, ça laisse une trace au niveau de la plateforme. Donc, il a une espèce de mini portfolio numérique qui est au sein de la plateforme, dans lequel il va retrouver les projets sur lesquels il a travaillé, avec les commentaires reçus par le représentant d'entreprise ou d'organismes à but non lucratif. Et on s'est assuré avec Ripen que même quand l'étudiant allait quitter son établissement postsecondaire, qu'il aurait toujours accès à ce mini portfolio
électronique. Ça lui permettra comme ça plus tard, si un jour il veut remontrer des preuves d'apprentissage expérientiel à un potentiel employeur, il pourra toujours retourner dans la plateforme et y avoir accès. Pour nous, c'était vraiment important qu'on ait cette fonction-là. Alors, les outils de gestion. Je vais juste déplacer ma fenêtre vidéo là, parce que je suis en train de masquer mon écran. OK, c'est parfait comme ça. Tout est toujours beau niveau connexion, visuel et audio. OK, pouce levé, merci Marie-Josée. Je continue. Donc, comme je vous l'ai mentionné, au sein de la plateforme, on a donc, en marge des outils de communication, on a des outils de gestion de projet. Donc, les étudiants communiquent directement avec les employeurs pour des mises à jour et des directives, au sein donc vraiment, je dirais, d'une solution de clavardage en tant que telle. Puis on sait que les jeunes, ils n'envoient pas des courriels parce que les courriels, c'est pour les vieux, donc ils aiment mieux clavarder. Donc au moins là, ils ont l'occasion de clavarder directement avec l'employeur. Donc, quand vous êtes employeur, vous recevez continuellement dans votre boîte courriel des notifications, à savoir que quelqu'un vous a contacté dans Ripen. Le représentant d'entreprise va loguer dans Ripen et à partir de là, il voit toutes les interactions. Donc, tout se gère au sein même de la plateforme. Et comme mentionné, le professeur a toujours une vue d'ensemble en temps réel de tous les échanges, de tout ce qui se passe au niveau de la plateforme. Ça lui permet de voir que si, par exemple, il y a un groupe d'étudiants, un étudiant qui n'a jamais encore contacté l'employeur ou qui n'a pas répondu à des questions d'employeur, entre guillemets, de lui faire un petit rappel amical. Ensuite, dans les outils de gestion de projet, donc c'est sûr que là, on parle pas c'est pas du Microsoft Project qu'on a au sein de la plateforme Ripen, mais en fait, on établit donc un calendrier avec des jalons au niveau du projet, et puis ces jalons-là sont approuvés par l'employeur. Et puis vous voyez dans le tableau de bord de la plateforme, c'est très visuel. On sait tout de suite avec les barres d'avancement et puis aussi les évaluations par les étoiles, etc. On sait toujours où est-ce qu'on en est au niveau de l'avancement du projet, que ce soit du regard du prof, du regard de l'étudiant ou du regard du représentant de l'entreprise. Et comme je vous l'ai mentionné, les employeurs, en fin de projet, donc, fournissent une rétroaction sur la participation et le travail des étudiants au sein du projet. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout une évaluation académique parce que quand on mentionne ça aux entrepreneurs, encore une fois, dans les défis, c'est peut-être la partie qui en dehors du temps qu'ils devraient consacrer au projet. Quand on leur dit à la fin, vous allez évaluer les étudiants, très souvent, il y a une frayeur à ce niveau-là. Mais on les rassure, puis on leur montre, parce qu'encore une fois, une image vaut 1000 mots, on leur montre le type de rétroaction qu'on a. Et c'est vraiment dans le domaine du formatif, mais c'est surtout pour les encourager à persévérer et aussi à les préparer encore davantage aux réalités et au milieu du travail. Est-ce qu'il y a je vais un truc clignoter, Alain, est-ce qu'il y a une question dans le clavardage ou pas? Non? Non, c'est moi qui a fait circuler l'information dans le clavardage, c'est tout. Ah, excellent, excellent. Donc voilà pour la partie des outils de gestion de la plateforme Ripen. Ensuite, on a encore une fois dans le cadre du projet là, qui était stratégie et recommandation pour la création d'une option de développement, il y a aussi un tableau de bord au niveau de la gestion des équipes. Donc encore une fois, pour le prof ou pour le représentant de l'entreprise, il y a encore tout un tableau de bord qui permet de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'avancement des équipes. Parce que je vous ai dit, la beauté du projet et la richesse du projet pour une entreprise qui est à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles suggestions grâce à la créativité de cette nouvelle génération, c'est de pouvoir travailler avec différentes équipes d'étudiants. Il y a quelque chose qui est très important que je vais vous mentionner parce que je pressens que la question va me venir plus tard. Le CAPFO n'est pas une occasion, puis là vous me pardonnerez mon mauvais anglais, de cheap labor. L'idée, ce n'est pas d'exploiter gratuitement la créativité et le travail des étudiants. Je vous le mentionne parce qu'on l'a déjà entendu de la part de profs qui ont entendu parler d'initiatives et quand on leur a expliqué, ils ont été très rapidement rassurés. Mais en présentant le projet CAPFO comme ça, on peut avoir l'impression que, grosso modo, les entreprises vont recevoir gratuitement du travail des étudiants. Il faut savoir que par défaut, la propriété intellectuelle et propriété des droits d'auteur de tout ce qui est développé par les étudiants dans le cadre du projet CAPFO appartiennent aux étudiants. Donc, je vous donne l'exemple d'un logo.
Si je suis une petite et moyenne entreprise et je veux penser, je veux renouveler, rafraîchir mon logo pour un nouveau produit ou service. Donc, je vais m'adresser à un collège qui a un programme en art graphique et puis je vais proposer le projet. Je vais avoir 2-3 étudiants qui vont proposer des ébauches, des maquettes de logos. Et si moi, comme entrepreneur, vraiment, je suis séduit par une proposition, à partir de là, je vais devoir m'entendre avec l'établissement et le groupe d'étudiants pour une rétribution, une reconnaissance quelconque. Donc, beaucoup des projets d'entreprise, ils peuvent indiquer dans le tutoriel en 6 étapes pour proposer un projet, à quoi est-ce qu'ils sont prêts en termes de reconnaissance et de rétribution. Pour des petits projets, ça peut être souvent des cartes cadeaux, Starbucks, Best Buy, etc. Mais pour faire de publicité pour des compagnies. Et parfois, on voit aussi des petites ententes financières, 1500, 2000, 2500 $. Et c'est évidemment à la discrétion de l'étudiant ou des groupes d'étudiants de l'accepter ou de décliner l'offre qui est faite. Mais encore une fois, on est très vigilant à ce niveau-là. L'idée n'est pas d'exploiter la créativité et le savoir-faire des étudiants de nos collèges et universités. Donc, sur ce tableau-là, vous voyez le tableau de bord avec une vue sur la gestion des équipes. Et encore une fois, ce qu'on a aimé avec la plateforme Ripen, c'est l'aspect très visuel des choses au niveau des interfaces. Je suis toujours bon au niveau du temps, Alain? Oui, OK. Donc, il y a également une rubrique d'aide avec les questions les plus fréquemment posées. Là, je m'excuse pour la capture d'écran en anglais parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore disponible en français. Mais évidemment, qu'on soit un employeur, qu'on soit un étudiant ou qu'on soit un prof, on a toute une rubrique d'aide qui permet à n'importe qui de rendre des mots-clés quand il y a une problématique avec la plateforme et d'avoir automatiquement déjà des réponses et des suggestions de comment résoudre le problème. Mais encore une fois, ce qui fait énormément la différence, c'est l'équipe en place à eCampus Ontario qui est disponible à longueur de journée et longueur de semaine. Et vraiment, ce qui fait toute une différence. Au départ, il fallait que nous, vraiment, on provoque les interactions et les communications avec le milieu de l'entreprise ou nos partenaires de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est vraiment eux qui nous appellent constamment. Et puis, je dois dire que accompagnement, c'est vraiment le maître mot, à mon avis, comme garantie de succès du projet. Et on est aussi beaucoup sur place. Donc, on fait beaucoup de visioconférences à distance avec les établissements. Et quand on a l'occasion de se déplacer, on passe énormément de temps dans les institutions pour présenter le projet et accompagner les gens à proposer leur projet. Alors, comme mentionné aujourd'hui, on a exactement en fait 38 projets qui sont proposés sur le portail et puis on va passer à travers quelques projets qui ont été proposés. Alors, la plupart des projets proposés aujourd'hui, là, je dirais, se regroupent en trois grandes catégories. On a principalement une catégorie marketing, donc on a énormément de besoins de projets d'entreprises ou d'organismes à but non lucratif dans le domaine du marketing. Donc beaucoup au niveau marketing. On a aussi quelques projets au niveau de l'analyse de données, donc des organisations qui veulent avoir des groupes d'étudiants qui peuvent les accompagner dans l'analyse de données. On a quelques projets en linguistique, donc en fait des entreprises qui ont des sites unilingues anglophones, qui aimeraient vraiment développer leur marché au niveau du marché francophone et qui aimeraient que leur matériel de communication soit traduit et adapté en français. Et là, encore une fois, quand on consulte comme l'école de linguistique de l'Université d'Ottawa, la plupart du temps, les profs sont toujours à la recherche d'un projet intéressant et un projet réel qui pourrait être proposé à leurs étudiants. Et là, tout d'un coup, ils ont de vrais projets d'entreprise qu'ils vont pouvoir offrir à leurs étudiants. Et encore hier, j'étais au collège La Cité et on peut voir l'engagement et la motivation des étudiants quand ils savent que dans le cadre de leur cours, ils vont travailler sur un vrai projet d'entreprise. Tout de suite, on voit le niveau d'engagement et de motivation là, je dirais, qui est dans la zone maximum, si vous voulez. Et en plus, ils ne sont pas fous, c'est qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aussi revendiquer cette expérience avec cette entreprise au niveau de leur curriculum vitae puis de leur profil LinkedIn. Donc, tout le monde est gagnant. Le prof est gagnant parce qu'il a des vrais projets à proposer à ses étudiants en tissant un lien serré entre le monde de l'entreprise
et son établissement d'enseignement. Et l'étudiant, il est gagnant aussi en termes de facteurs de motivation et d'engagement parce qu'il va être directement en rapport avec un vrai représentant d'entreprise en travaillant sur un vrai projet. Donc, c'est vraiment une formule gagnant-gagnant. Donc là, par exemple, on a le centre d'archives de la zone argileuse qui est attaché à l'université de Hearst qui a besoin d'une stratégie en médias sociaux. Ici, le même centre a besoin donc, de la création de vidéos promotionnelles. On a ce centre qui est tout nouveau, qui a aussi besoin d'une image de marque. Donc voilà 3 projets là, qui sont très, très, très séduisants pour différents programmes au niveau collégial. Ici, on a été très fiers d'aller chercher Freedom 55. Donc vous voyez quand même qu'on a des entreprises de renom qui avaient déjà des projets proposés en anglais et qui ont décidé aussi donc de les proposer en français à nos collèges francophones, universités bilingues. Donc, création d'une stratégie pour les médias sociaux, élaboration d'une stratégie de recrutement, et puis recherche et conseil organisationnel. Donc, si moi, par exemple, je suis un prof et que je suis intéressé par le projet de recherche et conseil organisationnel, il me suffira de cliquer sur la fiche du projet au sein du portail et à partir de là, d'avoir tous les détails, les objectifs et les compétences visées et recherchées dans le cadre de ce projet et de pouvoir faire un arrimage avec un des cours que j'enseigne dans ma faculté. Ici, donc, d'autres projets de Freedom 55. Et puis ici, donc, une compagnie anglophone qui est à la recherche d'un nouveau site web. Même d'ailleurs, en fin de présentation, vous verrez une référence au site web du projet CAPFO, puis vous verrez que notre site web, il est très amateur. Et on l'a proposé pour avoir une version plus professionnelle. On l'a proposé au sein du CAPFO pour que des étudiants en programmation, quand ils vont attaquer le HTML, etc., puissent aussi nous proposer un site web qui soit mieux. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas d'aller les exploiter, mais ils vont nous faire des propositions d'aborescence, de look and feel, etc. Et puis, on va retenir la proposition qui est la plus intéressante. Et à partir de là, on s'entendra avec l'établissement et les étudiants pour passer dans la phase de production. Toujours pas de questions, Alain? Tout est beau? J'ai déjà assommé tout le monde au niveau information. Je continue. Ici, donc encore une fois, une compagnie de la région de Toronto qui avait besoin d'un plan marketing et de communication numérique. Ici, on avait un centre communautaire, donc évaluation et conception de l'expérience utilisateur du site. Il y en a un autre, vous voyez, donc une révision au niveau des sites d'information. Je vais passer rapidement parce que, comme je vous dis, 38 projets, c'est long. Encore une fois, domaine marketing, donc structure pour les médias sociaux. Ensuite, la mise en place, ça c'est intéressant, d'un programme de gouvernance des données. Donc, vous voyez, là, on est un petit peu dans un secteur différent. Ensuite, des recommandations au niveau de l'organisation d'un centre d'excellence en analyse. Donc, encore une fois, pour l'entreprise InSpark Analytics. Hubert, on aurait une question. Effectivement, oui. C'est une bonne question. Est-ce que tous les étudiants qui embarquent dans de tels projets vont jusqu'au bout? Ben, dans le cadre du projet pilote, ils sont tous allés jusqu'au bout, absolument. Pour le mois de septembre, on est toujours là dans une phase de recrutement des projets et autres. C'est vraiment à partir de janvier où il y aura une adoption des projets, des 38 projets existants par les établissements. Mais dans le cadre du projet pilote, ils sont tous allés jusqu'au bout. Tous les livrables et les projets ont été complétés. Et l'ensemble, parce qu'on a fait des mini-évaluations sondages avec les étudiants, ça a été de satisfaisant à très satisfaisant, pour répondre à la question. C'est beau? Donc, eCampus avait 3 projets dans le cadre de réels besoins, donc un dépliant CAPFO pour les unités d'affaires, parce que ça nous est compliqué parfois de faire comprendre à l'ensemble des établissements qui travaillent beaucoup en différentes facultés ou départements, qui ne sont pas tous au même niveau et qui ne travaillent pas nécessairement de manière tous très synchronisée. Comme vous savez, dans les universités, ça fonctionne par faculté, par département. Donc, très souvent, on a affaire à plusieurs personnes et départements différents pour expliquer les plus-values du projet CAPFO. Et on sait que, par exemple, dans le cadre des universités ou des collèges, que dans le cadre des unités d'affaires, ça peut être très, très intéressant. Parce que ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'on a des perspectives d'avenir dans le cadre du projet CAPFO. Et dans les perspectives d'avenir qu'on a pour le projet CAPFO,
c'est d'avoir aussi d'offrir plus tard une fonction de ce qu'on va appeler recrutement intelligent pour les entrepreneurs. Quand on vit l'expérience CAPFO comme entrepreneur, comme vous pouvez vous l'imaginer, au bout de 2-3 rencontres qu'on a eues avec les étudiants qui ont déjà travaillé sur le projet, très rapidement, on repère les stars, c'est-à-dire ceux qui sont hyper motivés, qui démontrent des multicompétences, qui sont à l'aise dans plein de domaines différents, etc. Et très souvent, on se dit, tiens, moi, si j'étais à la recherche de quelqu'un au niveau stratégie, marketing, etc., là, dans les 4 équipes d'étudiants que j'ai eues, celui-ci, là, si un jour j'ai une job à offrir, c'est vraiment lui que je vais contacter en priorité. Donc, on pense évidemment un jour à peut-être offrir une fonction de recrutement intelligent pour les entrepreneurs. Et là, ça devient très intéressant pour les unités d'affaires des collèges, entre autres, c'est que ça leur permet aussi de plus tard d'offrir aussi une valeur ajoutée au niveau de l'employabilité et de l'identification et de recrutement d'étudiants qui ont pu se démarquer et se faire repérer, entre guillemets, via les expériences en apprentissage expérientiel du CAPFO. Donc, dans les projets qu'on a proposés dépliés en CAPFO pour les unités d'affaires, on a toujours le besoin de faire des petites capsules vidéo qui fonctionnent sur les médias sociaux. Donc, j'ai appelé ça CAPFO pour les nuls. Mais vous avez compris que l'idée, c'est en 2-3 minutes de présenter c'est quoi l'apprentissage expérientiel et c'est quoi le projet CAPFO. Et puis, on a un logo qui est présentement 4 lettres vertes. Donc, c'est très de base. Donc, et c'est quelque part presque volontaire qu'on a voulu qu'il soit très de base. Parce qu'encore l'idée, ça va être de proposer le projet d'un nouveau logo CAPFO, mais créé par les étudiants pour les étudiants. On a l'Association des femmes d'affaires francophones, donc on avait besoin de stratégies médias sociaux, également au niveau d'image de marque. Comme je vous l'ai mentionné, on a plusieurs aussi projets de traduction donc, qui touchent le domaine linguistique. Là, on a une entreprise anglophone donc, qui est à la recherche de projets de traduction de sites web parce que vous voyez, ils veulent s'étendre leurs activités à des pays francophones comme le Congo. Donc, un projet qui peut être très intéressant pour des profs en linguistique. Encore une fois, stratégie de marketing, un projet d'évaluation de marché. Et là, on a un centre communautaire à Ottawa qui s'appelle le MIFO, qui prévoit de se faire construire un nouvel édifice. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'en plus, non seulement eux, ils voulaient une espèce d'étude de marché pour savoir quel serait le meilleur endroit pour se construire un nouvel édifice. Et en rencontrant les profs à la cité collégiale, au niveau du centre de recherche appliquée, eux se sont dit, ben, nous, on fait beaucoup de maquettes, par exemple, pour des gens qui veulent se construire des nouveaux bâtiments. Et ce n'était pas une proposition initiale du projet proposé par le MIFO. Donc, je les ai contactés en leur disant, là, vous avez proposé une étude de marché dans le cadre du projet CAPFO, mais qu'est-ce que vous diriez si, par exemple, il y avait aussi des étudiants qui ont des aspirations au niveau design, architecture, si vous proposez des maquettes donc pour votre nouvel édifice, et tout d'un coup, quelle excellente idée. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail en synergie entre les propositions des employeurs et les propositions des collèges et universités au niveau enrichissement mutuel, même dans les propositions de projet. Alors, on a aussi des trucs qui sont intéressants, c'est aussi la recherche de subventions. Là, par exemple, on a un organisme à Toronto, le Shelter Movers, qui veulent organiser un gala de bienfaisance. Donc, non seulement ils veulent des suggestions au niveau de l'organisation du gala de bienfaisance, mais qui sont aussi à la recherche de financement pour le gala de bienfaisance. Donc, encore une fois, là, vous voyez tout de suite les opportunités qui sont vraiment intéressantes dans le cadre des différents programmes et cours qui sont enseignés dans les collèges et universités. On a 2 projets donc, de Lupus Ontario là, qui sont sur ma capture d'écran en version ébauche, mais en fait qui ont été finalisés. Et puis aussi, on est très content aussi du partenariat avec Lupus Ontario. Ensuite, on a un projet en marketing événementiel aussi qui nous a été proposé. Et encore une fois, un nouveau site web. Et puis, j'arrive à la fin. Dans le domaine linguistique, projet de 4 traductions. Donc, l'Université Laurentienne a récupéré 4 modules de l'Université Queen. Évidemment, les modules ne sont offerts qu'en anglais. Donc, ils cherchaient, puisqu'ils ont une volonté bilingue, ils voulaient une adaptation en français de ces modules-là. Donc, ça fait partie des projets qui sont proposés dans le cadre du CAPFO. Hubert, il y a un commentaire dans le clavardage. Je vais le lire tout haut pour les gens qui vont suivre la vidéo plus tard.
Ça vient de Mme Nicole Perrault. Dans certains programmes de formation collégiale au Québec, il y a bien sûr des liens entre les établissements d'enseignement et d'éventuels employeurs. Par ailleurs, je ne sais pas si des projets de type CAPFO ont lieu au Québec, mais je trouve cela bien intéressant. Ne serait-ce qu'à l'intérieur du réseau de l'éducation, il serait possible d'effectuer des arrimages entre des projets pédagogiques d'enseignants et des étudiants évoluant dans des programmes de formation pouvant répondre aux besoins des projets. OK. Ben non, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je dois dire que je fais beaucoup de présentations de CAPFO à l'extérieur de l'Ontario et autres. Et à chaque fois qu'on présente le concept du projet, l'ensemble des juridictions, des provinces, territoires et pays voient des grandes opportunités. Même chez nous en Ontario, au niveau des collèges et universités anglophones, ceux qui ont entendu parler du projet CAPFO, puis du concept du projet, de la finalité du projet. Je ne veux pas dire quelque part, il y a comme une jalousie qui s'établit, mais en tout cas, ils ont hâte qu'un jour le projet CAPFO soit disponible autre qu'aux établissements francophones et bilingues de l'Ontario. Ça va? Merci. OK. Alors là, Michel va pouvoir peut-être, Michel est toujours en ligne, il va pouvoir embarquer, mais tout à l'heure, quelqu'un nous parlait au niveau donc, du principe et du cadre de micro-certification. Dans les perspectives d'avenir, pour le CAPFO, alors évidemment, comme je vous l'ai mentionné, pour l'instant, on est vraiment dans l'année 1 du projet. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé que j'aborderais le côté du défi. Initialement, on pensait que les défis, ce serait d'aller recruter des projets d'entreprise. En fait, bon, c'est sûr qu'on a travaillé fort pour y arriver, mais ça n'a pas été le défi qu'on pressentait de recrutement des projets, puisqu'aujourd'hui, on a presque une quarantaine de projets qui ne sont pas encore suffisamment variés à mon goût et au goût des institutions, parce que, comme je vous l'ai dit, ils se regroupent vraiment dans trois principales thématiques, mais on voudrait encore élargir l'éventail des projets proposés, donc on travaille d'arrache-pied pour aller recruter d'autres projets. Le défi présentement est vraiment la mobilisation des profs pour embarquer dans les projets. Donc en ce moment, au mois de novembre, on est vraiment dans la période cruciale de rencontres avec les VP, direction de département, responsables de programme et les profs pour leur représenter de nouveau les projets, la nature des projets, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ces activités en apprentissage expérientiel, comment rentrer l'évaluation de ces activités en apprentissage expérientiel dans leur pondération et dans leurs évaluations, etc. Mais pour l'instant, notre difficulté est vraiment d'aller chercher directement les profs sur le terrain pour qu'ils puissent prendre quelques minutes de leur précieux temps et s'intéresser au niveau du projet, etc. Donc là, on est constamment… oui. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet-là, excuse-moi de t'avoir coupé. Oui. Ça vient de Mylène Simard du Fadio. Quel canal de communication utilisez-vous pour rejoindre les entreprises pour leur faire connaître CAPFO? OK. À ce niveau-là, donc, campagne courriel. Pour rejoindre les entreprises, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn, qui est pour moi la plateforme numéro 1 pour rejoindre le milieu des entreprises. On est passé par le réseau de tout ce qui est chambre de commerce, donc à travers les différentes municipalités et régions. Mais je veux dire que LinkedIn a été fantastique en tant que tel. Énormément de promotions aussi au niveau du réseau Twitter, donc avec le hashtag CAPFO, etc. Et puis évidemment, les réseaux personnels qu'on peut tous avoir les uns et les autres. Personnellement, j'étais déjà beaucoup en lien avec énormément d'entreprises, Michel également. Et puis Ripen nous accompagne énormément aussi au niveau des entreprises. Eux, ce qu'a fait Ripen, puis ça c'était intéressant parce qu'il faut reconnaître évidemment le partenariat et la synergie qu'on a avec eux. Ils sont déjà en relation avec des milliers d'entrepreneurs du côté anglophone. Et dans la banque des projets, moi, j'avais vu énormément de compagnies qui proposaient des projets en anglais en me disant « je ne comprends pas, c'est des compagnies bilingues, les marchés francophones les intéressent certainement, donc pourquoi pas les convaincre de proposer leurs projets en français ?» C'est ce qu'on a fait entre autres avec Freedom 55. Donc, en fait, ça a été le réseau pour rejoindre et convaincre les entreprises. J'ai participé à différents événements, entre autres le forum Ontario-Québec au niveau de l'économie associative et coopérative. Donc, à chaque fois qu'il y a des événements qui regroupent des gens d'affaires, on essaye d'être là puis de proposer et de présenter le projet CAPFO. La manière dont on procède au niveau des établissements puis des établissements postsecondaires, c'est un peu plus complexe. Et puis, je vous explique pourquoi c'est un peu plus complexe. C'est qu'il y a des établissements en Ontario qui ont fait le choix d'avoir
un bureau ou une personne en charge de l'apprentissage expérientiel pour l'ensemble de l'établissement. Donc, en fait, on a une personne contact à qui on peut s'adresser et qui va diffuser l'information, puis mobiliser les énergies. Mais on a d'autres établissements où il n'y a pas une personne à proprement parler ou un bureau à proprement parler en charge de l'apprentissage expérientiel. Puis là, c'est plus compliqué. Mais bon, la tâche ne nous effraie pas. Dans ce cas-là, ça veut dire cibler les responsables de programme, recibler les profs qui font partie de ces programmes-là, les rencontrer et pour les rejoindre. Et ce qu'on a fait récemment, puisqu'on avait quand même une difficulté pour rejoindre les profs de terrain, on a organisé 6 webinaires. Donc, on organise 6 webinaires à la carte qu'on a organisés en octobre mi-octobre jusqu'à fin novembre. 6 webinaires à la carte qui sont organisés donc du mardi au jeudi de 11h30 à midi, comme ça on ne vient pas pénaliser l'heure du dîner, juste 30 minutes, comme ça on n'est pas trop tannant. Et en fait, les gens s'inscrivent à la carte au choix en fonction de leur disponibilité. Et on a souvent une dizaine, quinzaine de personnes qui s'inscrivent à ces webinaires. Et là, on leur livre l'information et automatiquement, on leur envoie l'accès à la plateforme. Et puis, on fait un suivi avec eux dans les 2-3 jours qui viennent, etc. Donc, on a toute une stratégie de communication et d'accompagnement avec les profs et autres. Et ça commence à débloquer tranquillement, pas vite, parce qu'on voit que la réactivité et le taux de réponse est quand même très, très encourageant. Mais on sait que là, dans nos défis, c'est vraiment de mobiliser les profs, parce qu'évidemment, là, on est vraiment en mode planification. Il faut d'abord que les profs comprennent la logique et l'essence même du projet CAPFO, qu'ils aillent voir les projets qui sont proposés. S'il n'y a pas de projet d'entreprise qui les intéresse, qu'eux pensent et proposent un projet pédagogique dans la plateforme pour qu'ensuite il y ait un arrimage. Donc, comme il y a une planification à faire pour le semestre d'hiver, là, on est au mois de novembre dans la période clé en tant que telle, parce que vous avez tous compris que ce n'est pas à partir du 15 décembre que les choses vont bouger beaucoup. Voilà. Alors, dans les projets, donc dans les perspectives d'avenir, comme je vous l'ai mentionné, l'idée de développer une fonction donc, de recrutement intelligent qui serait un service qu'on pourrait offrir aux entreprises pour leur permettre d'identifier donc des jeunes qui ont démontré vraiment des compétences exceptionnelles pendant l'expérience CAPFO. Et puis évidemment, comme toute l'essence même du projet CAPFO, donc, qui a pour objectif le développement des compétences d'employabilité, tout est assis donc, sur une logique au niveau des compétences. Aujourd'hui, pour l'instant, on est vraiment à un niveau 1, si vous voulez, au niveau des compétences. Comme je vous l'ai mentionné, les projets sont catalogués selon certaines compétences qui sont attendues, etc. Mais l'évaluation au niveau de l'obtention de ces compétences, comme je vous l'ai dit, c'est très global par l'entrepreneur, etc. Donc, ce qu'on voudrait en fait, c'est établir un principe, un système de micro-certification des compétences acquises pendant les projets et l'expérience CAPFO. Donc, avant de rentrer dans le domaine, je dirais, technique et logistique des micro-certifications, il faut d'abord établir un principe et un cadre de micro-certification. Et pour ça, c'est ce qu'a fait tout récemment eCampus Ontario avec donc, des représentants des établissements et un groupe de travail pour vraiment établir les grands principes, donc au niveau de la pertinence, la vérifiabilité de ces micro-certifications, de la propriété, de la durabilité. Donc, je vais laisser très rapidement la parole à Michel pour vous en parler davantage, surtout au niveau du cadre. Mais l'idée, ça sera d'avoir donc un système de micro-certification qui soit basé sur la blockchain, donc évidemment infalsifiable, etc., où en fait la détention va revenir à l'étudiant. Il n'aura plus à passer par son établissement pour avoir accès à ces micro-certifications, mais de pouvoir automatiquement les envoyer et les partager avec son employeur ou autre via son téléphone cellulaire dans le cadre d'un portefeuille numérique. Et ensuite, évidemment, de les intégrer dans Profil LinkedIn et autres. Donc, si tu le permets, je vais juste passer la parole à Michel, Alain, pour qu'il vous parle du cadre de micro-certification. Michel, est-ce que tu es toujours en ligne? Prendre ton micro et ta caméra. Tu sais quoi, je pense que Michel, il a peut-être, parce que je vois qu'il est 13h10, il a probablement embarqué dans une autre réunion. Je m'excuse, Alain. Je n'avais pas vu. Aucun problème. Aucun problème. Okay. Mais en tout cas, je vous enverrai le lien. Présentement, c'est très, très à l'ébauche. Et puis, c'est en ce moment un travail évolutif qu'on a. Mais on veut vraiment donc
à établir donc ce cadre de micro-certification qui va être basé donc sur tous les cadres et profils de compétences qu'on peut retrouver au niveau de l'employabilité. Pour répondre à la question de tout à l'heure, la réponse est oui. Le cadre va se baser sur, entre autres, le standard européen au niveau du profil des compétences. Il y a une question d'ailleurs là-dessus sur quelle est la différence entre la micro-certification et badge? Je m'attendais à la question parce qu'en fait, même moi, il y a encore quelques semaines, je faisais une mauvaise distinction. Et c'est d'ailleurs Michel qui nous a quittés, de la conférence, il ne nous a pas quittés éternellement, heureusement, qui me l'a expliqué. En fait, c'est que un badge fait partie d'un processus de micro-certification, puis il y a probablement des gens autour de la table virtuelle qui vont me corriger, mais un badge fait partie de la logique du processus de micro-certification. Sauf que le badge, c'est l'évaluation d'une compétence à un moment donné, à un moment précis. Donc, quand on donne le badge explorateur, c'est quand la personne, à tel moment donné dans le temps, a démontré qu'il avait rempli ses compétences. Mais il y a toujours une évolution au niveau de l'acquisition et de l'enrichissement de la compétence, et c'est ce qui fait partie de la micro-certification. J'espère que ça répond à la question, mais si je suis complètement dans le champ, puis s'il y a des gens qui veulent intervenir autour de la table, n'hésitez pas parce que je ne suis pas encore un expert avancé dans ce domaine-là. Merci, Hubert. Il n'y a pas eu de réaction, ça ne flash pas de tous les côtés, donc je n'ai pas dit une grosse bêtise. Non. Okay. Parfait. Mais évidemment, là, moi, enfin, je ne peux pas vous le montrer, c'est sur mon téléphone, mais l'idée, en fait, c'est que quand on reçoit une micro-certification, virtuellement parlant, l'image que vous recevez, c'est exactement comme l'idée d'un badge. Le seul avantage, c'est qu'elle va évoluer et s'enrichir au fur et à mesure du temps et des acquisitions et du développement des compétences. Je pense que ça fait le tour. Vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, la version bêta du projet capfo.ca, si vous voulez en savoir davantage sur le projet. Vous avez mon adresse de courriel dans le cadre de mon mandat avec eCampus Ontario, donc fr@ecampusontario.ca. Je vais arrêter le partage. Donc, je diffuse énormément sur Twitter au sujet du projet. Donc, si vous cherchez avec le hashtag ou mobilise Capfo, vous verrez énormément d'informations sur le projet Capfo puis ses évolutions. Là, en ce moment, comme mentionné, on est vraiment dans la période clé du projet. Donc, avec nos 38 projets, d'aller mobiliser les profs. Et il est certain qu'au cours du milieu des sessions d'hiver, on partagera un premier bilan d'expérience et certainement qu'on aura un très beau retour d'expérience complète à la fin du semestre d'hiver. Notre objectif, c'est d'avoir au moins, parce qu'évidemment, quand je parle du nombre d'étudiants, vous allez dire par rapport au Québec ou à d'autres juridictions que c'est peu, mais l'objectif, c'est d'avoir une vingtaine de cours qui vont intégrer on t'a perdu, Hubert. en apprentissage expérientiel, d'avoir au moins 300. On est capable de plus que doubler les. Oups. On t'a perdu. On t'a perdu un petit peu, Hubert, il y a peut-être 2-3 minutes. Vous avez entendu. Donc, les chiffres visés, vous les avez entendus? Donc, j'ai mentionné, vous m'entendez, Alain? Oui, là, on t'entend bien, Hubert. OK. Donc, on s'est donné des chiffres, au moins 300 étudiants impliqués dans le CAPFO au cours du prochain semestre et au moins une vingtaine de cours qui vont intégrer des activités en apprentissage expérientiel. Il y avait une question d'ailleurs concernant la micro-certification, encore de Mme Nicole Perrault, il n'y a pas nécessaire d'être désolé, Nicole, pour envahir l'espace de conversation, absolument aucun problème. Est-ce que la micro-certification est reconnue par l'établissement d'enseignement? S'agit-il d'un micro-diplôme? Je vais répéter la question pour Hubert. Est-ce que la micro-certification est reconnue par l'établissement d'enseignement? S'agit-il d'un micro-diplôme? OK. Elle sera endossée par l'établissement, mais ce ne sera pas un micro-diplôme, mais elle sera endossée par l'établissement. Donc là, on a beaucoup de travail à faire avec chacun des établissements postsecondaires pour pouvoir accepter le fait qu'à la fois, ils ont donc tout au niveau du bureau du registraire et autres, qui vont donc l'obtention du diplôme collégial ou universitaire, avec en marge une micro-certification endossée par l'institution, mais ça ne fait pas partie intégrante en tant que telle.
Merci beaucoup, Hubert. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions concernant l'excellente présentation d'aujourd'hui, très intéressante? Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions même. Vous pouvez utiliser le clavardage, lever la main ou carrément prendre la parole. Allez-y, vous pouvez utiliser les boutons du logiciel Zoom en prenant votre curseur et en vous déplaçant vers le bas. Alors, pour l'instant... Okay. Je remercie pour les remerciements parce que je vois des remerciements qui popent là. Donc, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça a répondu aux attentes. Alors, une dernière chance, c'est des questions, des commentaires et même des suggestions. Prenez la parole, micro et caméra ou utilisez le clavardage. Ben, c'était très complet, très complet. Un gros merci, Hubert, pour ton intervention. Dans un instant, dernière vérification. Oui, merci, alors Karine. Uniquement des commentaires positifs. Alors, ben, gros merci. Ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui, à l'atelier d'aujourd'hui. Encore une fois, merci à M. Lalande pour son implication pour la formation. Une nouvelle approche de l'apprentissage avec le CAPFO, des occasions d'apprentissage expérientiel en quelques clics. On vous rappelle, si vous voulez obtenir le document de présentation, le clavardage, le lien vidéo, les liens qui ont circulé via le clavardage, n'hésitez pas à contacter le REFAD à refad@sympatico.ca. On va vous faire suivre le tout. On vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un énorme merci à tous les gens qui sont joints à nous pour l'atelier d'aujourd'hui. Et je laisse le mot de la fin à Hubert. Ben, encore une fois, ça me fera plaisir de promouvoir et de vous parler du projet CAPFO à l'extérieur parce que je pense que le modèle CAPFO en Ontario, il est pertinent à l'ensemble de tous les établissements et de toutes les juridictions parce qu'il est vraiment très intéressant. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça dans le cadre donc, des conférences du REFAD. Merci beaucoup pour l'opportunité. Un gros merci, Hubert. Bonne fin d'après-midi, tout le monde.